Que cache notre assiette? Dans nos carottes ou patates pourrait se glisser un intrus inattendu, des résidus de pneus. Pour en avoir le cœur net, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire a mandaté Florian Breider, chercheur spécialisé en chimie environnementale à l'EPFL. Sa mission, analyser les légumes achetés dans nos magasins, bio ou non, suisses ou européens. Le but, détecter la présence d'additifs issus de la dégradation des pneus. C'est le panier du consommateur lambda qui a été passé au crible scientifique. Les résultats montrent qu'on trouve dans cet échantillon d'une centaine de légumes qui ont été achetés dans le commerce, on a pu mesurer d'environ 30% de ces échantillons des traces d'additifs associés typiquement aux pneus. Ce qu'on a pu trouver dans ces légumes, c'est essentiellement des additifs de ces pneus qui sont utilisés en fait pour donner des propriétés spécifiques, notamment des antioxydants pour protéger les pneus du vieillissement. Dans cette étude, on s'est focalisé justement sur les additifs qui sont présents très fréquemment dans ces particules qui sont issues du trafic routier. Quand un pneu roule en fait en contact avec l'asphalte, on va produire des particules de pneus. Ces particules de pneus vont partir dans l'environnement. Et par exemple, la 6-PPD est un additif qui est utilisé beaucoup dans l'industrie du pneu comme antioxydant. Et par dégradation, il va former cette fameuse 6-PPD-quinone. Et c'est une substance qui est essentiellement utilisée dans ce secteur industriel. Alors ici, on peut voir une particule d'abrasion de pneu prise au microscope électronique. Donc ici, on voit cette structure assez allongée. C'est vraiment la gomme du pneu. Sur cette particule, on peut voir des agrégats, notamment des minéraux, et eux proviennent essentiellement de la route, notamment de l'asphalte, lors de la friction entre le pneu et la route. Ces particules issues de l'usure des pneus ne restent pas sur place. Les particules fines vont pouvoir être transportées à une certaine distance de la route par l'air et se redéposer potentiellement sur les sols ou sur les plantes. Ensuite, on peut avoir des ruissellements à la surface des routes. Et puis, ces eaux de ruissellement peuvent aller impacter à la fois un cours d'eau, mais également les sols à proximité d'une route. Dans la campagne vaudoise, entre Genève et Lausanne, plus personne n'échappe à la route. À Vinzelles, près de Gland, le domaine de Laurent Vicart s'étend sur 120 hectares en culture conventionnelle. Le maraîcher cultive des légumes en pleine terre et emploie entre 60 à 70 personnes durant la belle saison. Son label, Suisse Garantie. Haricots verts, oignons frais et pommes de terre à rôtir sont devenus sa signature et ont bâti sa réputation. Monsieur Vicart, quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu les résultats de l'étude de l'EPFL? Ça m'a un petit peu choqué. J'ai dit, ça y est, c'est de nouveau un problème qui va nous retomber dessus. Alors là, c'est tombé sur les légumes. J'ai dit, c'est pas très bon pour nous. Ça ne va pas nous faire une bonne publicité, c'est sûr. Et les collègues, ils ont dit quoi? Tout le monde a eu cette information un petit peu comme une claque. Ça a été un choc aussi pour eux. Ils étaient surtout un peu révoltés parce qu'on se sent attaqué. Quand on dit, voilà, on analyse des légumes qui sont consommés en Suisse et puis qu'on retrouve des résidus, c'est une attaque clairement sur nos produits. Vous-même, vous posez quel genre de questions? C'est une bonne question. Je me dis, quelle incidence réelle est là sur mes produits que je cultive? Aujourd'hui, on cultive des produits labellisés. Ces produits labellisés, ils sont contrôlés. Donc voilà, cette problématique, elle est difficile à mesurer aujourd'hui sur l'impact qu'elle aura sur nos produits. On doit faire attention à beaucoup de choses. Donc on doit prendre des mesures pour préserver le sol, pour préserver l'eau, pour préserver l'air. Donc on a des mesures aujourd'hui dans notre métier, dans l'agriculture, des mesures qui sont là pour préserver toutes ces choses. Ça fait partie de la bonne pratique agricole. Vous craignez de ne plus pouvoir cultiver près des routes? Alors, j'espère pas. Ça serait encore une chose supplémentaire qui viendrait nous mettre des contraintes dans notre métier. Il y en a déjà énormément.
Donc si ça devait être le cas, ça serait vraiment un gros souci, un gros problème. Et vous, Monsieur Tuicard, vous seriez d'accord de faire un prélèvement pour ABE ou pas ? On verra, c'est une question à voir plus tard, mais s'il y a vraiment nécessité et puis qu'on peut tranquilliser les gens, pourquoi pas ? C'est un oui, peut-être. Un oui, peut-être. De son côté, ce jeune producteur accepte volontiers un prélèvement. Oui, moi ça m'intéresse de savoir si nos légumes sont effectivement contaminés ou non, mais apparemment, vu l'étude, il y a fort à parier qu'une partie de nos légumes sont aussi contaminés. Ça vous fait pas peur, des résultats ? Bah, à la limite, je préfère savoir. Au moins, on peut savoir. On n'est pas dans l'ignorance et puis on sait. Après, il reste à le communiquer aux clients, mais voilà. Je pense que ce serait vraiment pour tout le monde la même chose. En effet, les additifs de pneus, on en retrouve partout, même dans les lacs de montagne. Et ces substances chimiques ne font pas de distinction. Même le bio se fait éclabousser. À plus de 80 km de Vinzelles, dans le canton de Fribourg, Ivo Fissler cultive lui aussi des légumes. Les siens sont bio. Il vit au cœur de la Saint-Gine avec sa femme et leurs 3 enfants. Sensibilisé à la pollution aux microplastiques, le maraîcher fribourgeois n'a été qu'à moitié surpris en apprenant la présence d'additifs chimiques dans les légumes. Ma première réaction, c'était super, c'est une cochonnerie de plus parmi tant d'autres, parce qu'on sait qu'il y a déjà d'autres produits polluants ou des dérivés, que ce soit de pesticides de synthèse ou autres, de plastique, qui se retrouvent dans la nature, dans nos aliments. Et puis malheureusement, après avoir lu l'étude aussi, on est un peu impuissant. On ne peut pas faire grand-chose parce que c'est une pollution qui touche tout le monde. Apparemment, ça se transporte par le vent, par la pluie aussi. On ne peut probablement pas faire grand-chose, nous, directement, là contre. Dans l'étude de Florian Breider, les épinards sont les légumes les plus contaminés. Les additifs incriminés ont été retrouvés dans 78% des échantillons. Vous avez des épinards, vous ? On fait aussi des épinards. On va continuer. Bien sûr, c'est inquiétant de savoir qu'il y a ces produits dedans. Quand d'autres résidus ou quand d'autres produits problématiques contre lesquels on peut agir, on le fait. Par exemple, c'est pour ça qu'on fait de l'agriculture biologique. On veut éviter les résidus de pesticides de synthèse. Là, on peut faire quelque chose, on peut agir directement en faisant du bio. Mais par contre, ça vient pas de chez nous, ça vient de partout. C'est rageant ? Oui, c'est rageant parce que c'est de nouveau... c'est de nouveau un produit, une pollution en plus, alors qu'il y en a déjà suffisamment. Pour protéger l'environnement et agir concrètement, Ivo et Anne-Catherine Fissler ont choisi de produire de la nourriture bio. Après des études en sciences de l'environnement pour lui et en biologie pour elle, ils ont troqué les bancs de l'université contre les champs en suivant un apprentissage de maraîchers et maraîchères. Nous, on a créé notre projet pour les générations futures, pour nos enfants, pour plus tard, pour essayer d'améliorer les choses. On va continuer dans ce sens-là. Il faut quand même garder espoir qu'on peut améliorer les choses. Mais entre rêve et réalité, le constat est souvent plus nuancé. Si les particules sont transportées par le vent au bord des routes, on est quand même à côté d'une petite route cantonale. Donc de la pollution provenant des pneus, il doit y en avoir, ça c'est sûr. Pour la partie qui vient du ciel, là, on ne peut pas faire grand-chose. Face à cette pollution diffuse, contre laquelle il n'existe pas de solution immédiate, reste la question de la responsabilité. Elle est bien identifiée. Et vous aimeriez dire quoi, vous, si vous aviez un producteur de pneus en face de vous ? Sortez-nous un nouveau produit. Je sais qu'ils travaillent dessus, donc c'est qu'une question de temps, mais j'aurais pas forcément grand-chose à leur dire, parce qu'ils ça fait partie du système, il y a des voitures, il faut des pneus. Alors, voilà. Les maraîchers ne sont pas les seuls à encaisser la mauvaise nouvelle. Les jardiniers amateurs jettent désormais un regard inquiet sur leur récolte. Il y a quelques mois, un couple d'Yverdon a répondu à notre appel, participé à un reportage et accepté que les légumes de leur jardin soient analysés. Clément, musicien, et Viviane, enseignante,
s'apprêtaient alors à devenir parents. Le jardin, il a quelle place dans votre vie ? La plus grande possible. Ça dépend du temps, évidemment, mais j'essaie d'y aller... Enfin, j'essaye pas, j'ai besoin d'y aller tous les jours, si je peux. C'est l'appel du jardin ? Ouais, c'est exactement ça, en fait. Sitôt qu'il y a la terre qui commence à sentir un petit peu le printemps, comme ça, tout le reste passe à côté, en fait. Je fais pas exprès, mais je pense qu'aux plantons, aux semis qu'il faut faire, aux choses comme ça, et puis, voilà, ça m'attire comme ça. Et vous plantez quoi ? Tout ce que je peux. Enfin, de légal, évidemment. Hein. Donc, j'essaye un peu différentes choses. Enfin, tout ce qui me semble possible. J'ai essayé les cacahuètes. Ça marche pas. Si jamais, c'est pas... pour la Suisse, ça marche pas. Du coup, c'est vraiment son petit Éden. Éden, il faut voir. Vous n'êtes pas loin de l'autoroute ? Oui, on est, je pense, à 100 mètres du pont de l'autoroute qui traverse Yverdon. L'étude sur les légumes, elle vous inspire quoi ? Ça inspire pas grand-chose de bon parce que moi, j'imagine ça comme des très petites particules et puis si j'ai une canette qui traîne dans mon jardin, je peux l'enlever. Les microparticules, je sais pas comment les enlever et puis du coup, ça peut être partout. Et puis quand c'est impalpable, moi, ça me dérange encore plus. Moi, ça me rend assez triste puis ça me décourage pas mal. Où qu'on aille, il y aura forcément quelque chose qui va nous contaminer. Puis ça touche pas que nous, en fait. Ça touche aussi l'environnement. Ça me rend assez triste, en fait. Anticiper les enjeux environnementaux et soigner leur image. Voilà la stratégie des géants du pneu. Il y a 20 ans, ils ont lancé le Tire Industry Project, une initiative mondiale financée à coups de millions. Parmi les projets soutenus, celui du Centre suisse d'écotoxicologie appliquée, dirigé par Benoît Ferrari. Depuis 2019, le centre pilote une étude d'envergure sur les effets des particules de pneus. Son indépendance est garantie. On a une étude qui court depuis plus de 6 ans maintenant, qui vise à essayer de comprendre l'impact de ces particules et de ces additifs de pneus dans l'environnement. Le Tire Industry Project, qui rassemble un consortium d'industriels du pneu. Ce consortium met de l'argent à disposition de la recherche pour essayer de répondre à ces questions. Leur préoccupation première, c'est de participer à l'acquisition de connaissances sur ces particules et ces additifs, quel impact ça peut procurer, mais également d'aider à trouver des solutions pour réduire cet impact sur l'environnement. Mettre autour d'une table les 10 plus gros producteurs de pneus du monde qui discutent entre eux pour essayer de mettre de l'argent pour travailler sur de la recherche qui puisse répondre à des questions environnementales, je trouve que c'est déjà pas mal. On a quelques réponses de toxicité potentielle au laboratoire, mais ça n'est qu'au laboratoire, donc ça reste dans un milieu artificiel. Donc ça nous amène de la connaissance sur comment ces particules se comportent, comment ces substances peuvent amener une certaine toxicité sur ces organismes-là. Mais de là à transposer au milieu naturel, on a encore pas mal de chemin à parcourir. Mais vous allez finir par sortir votre laboratoire. Oui, bon, on espère, oui. On espère. Il y a une quinzaine d'années, l'alerte est venue du terrain. C'est un drame écologique survenu dans les ruisseaux de la côte ouest américaine qui a conduit la communauté scientifique à se pencher sur les additifs dans les résidus de pneus. Il y a une étude phare qui est sortie fin 2020 dans Science, qui a levé le problème de l'impact d'une substance qui est un produit de dégradation de la 6-PPD, qui est utilisé comme un agent d'anti-vieillissement de ces pneus. Et ce produit de dégradation, qui s'appelle la 6-PPD-quinone, a provoqué de fortes mortalités chez une espèce de saumon, qui est le saumon Koho. Ça a nécessité 10 années d'études, donc depuis 2010-2011, pour essayer d'élucider quelle était la cause de cette mortalité de ces saumons. Et ça fait du bruit dans la communauté scientifique. Ah oui, énormément, puisque là, on avait mis le doigt sur un impact qui était visible aussi dans l'environnement. Ce qui a commencé comme une énigme écologique devient désormais une préoccupation sanitaire. Pour en savoir plus sur les conséquences de la 6-PPD-quinone sur notre santé,
nous avons interrogé un toxicologue. David Stedler est docteur en chimie médicinale. Aujourd'hui, on ne peut pas encore définir de manière certaine quels sont les effets, parce qu'en plus, c'est un polluant qui arrive sur l'être humain parmi d'autres, donc on ne peut pas l'isoler, lui, en tant que tel. C'est pour ça qu'on doit s'affranchir un peu du fait de vouloir absolument comprendre qu'est-ce qu'il fait, mais se dire, voilà, il y a des évidents toxiques, ça impacte l'environnement, et on sait que si on a des problèmes à l'environnement, tôt ou tard, on va les payer nous aussi en tant qu'êtres humains. Donc les fabricants de pneus, ils ont mis sur le marché quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences. Ça fonctionne beaucoup comme ça. Encore aujourd'hui, on a plein de composés dans certains domaines de l'industrie, qui peut aller jusqu'à la cosmétique d'ailleurs, où on peut mettre sur le marché des substances sans qu'il y ait des définitions claires de comment tester la toxicité en fait. Et c'est ça, je pense, le plus important à tirer de ce qui se passe maintenant, comme par les scandales précédents, c'est que peut-être il faudrait quand même tester certains de ces composés avant qu'ils soient utilisés à l'échelle de millions de tonnes sur toute la planète. Ça veut dire aussi qu'on n'a rien appris. Effectivement, on voit qu'on tombe dans l'énième dynamique où en fait on a des composés qui sont utilisés au niveau industriel un peu partout et qu'on découvre beaucoup plus tard avoir des effets toxiques. Alors ça rappelle ce qui s'est passé avec les composés perfluorés dont on discute encore beaucoup aujourd'hui. Ça peut nous rappeler certains pesticides dont on a beaucoup débattu comme le chlorothalonil, le glyphosate, les bisphénols par exemple aussi. Dans les objets, il y a eu beaucoup de débats. Donc c'est vrai qu'on a tendance à retomber dans ce type de dynamique. On avance, on consomme, on profite. Les effets secondaires, eux, finissent toujours par nous rattraper. On est en général exposé à plein de polluants différents, pas que ça. Et une bonne partie viennent de notre qualité de vie. Le fait qu'on a des objets en plastique, qu'on peut rouler en voiture tranquillement, etc. Donc il ne faut aussi pas être naïf. Il y a un prix à payer à tout ça. Et ça, c'est typiquement un exemple du prix à payer. Réduire cette pollution ne passera pas seulement par un simple changement d'habitude au volant. À la base, c'est surtout un choix politique qui doit être médié par un choix économique. Donc c'est une discussion entre lobbies et des différentes entreprises, entre politiciens. Parmi les politiques qui s'emparent du sujet, Gabriela Souter, conseillère nationale socialiste et membre de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie, l'Argovienne suit de près les questions liées aux résidus de pneus. Il y a près de 3 ans, elle a déposé un postulat au Parlement pour attirer l'attention sur ce sujet encore peu connu. Que pensez-vous des résultats de cette étude ? On se dit, la première chose qu'un enfant en bas âge mange, c'est une bouillie de carottes, une bouillie de légumes. Que le niveau de contamination des légumes soit aussi élevé, cela m'a étonné et effrayé. Les autorités suisses, elles en font assez ? Elles veulent toujours attendre l'Union européenne. Et je crains vraiment que dans ce cas aussi, avec ces substances toxiques dans les légumes, on attende et regarde ce que fait l'Union européenne avant d'agir. Et je trouve cela dommage. On pourrait y travailler de manière plus offensive. Gabriela Souter a déjà envisagé des solutions. D'une part, il faudrait bien sûr commencer par renforcer la recherche. Et d'autre part, on pourrait interdire la vente de pneus qui contiennent des substances particulièrement nocives pour la santé. On pourrait aussi envisager un système de labels ou de vignettes afin de signaler les pneus plus respectueux de l'environnement que les autres. Je viens justement de déposer une interpellation pour poser quelques questions précises. Et j'espère, bien sûr, que le Conseil fédéral y répondra de manière satisfaisante. Selon la réponse, je compléterai alors par une motion ou un postulat. Malgré notre demande, le Tire Industry Project, piloté par les 10 géants mondiaux du pneu, a refusé une interview filmée. Leur réponse, écrite, évite soigneusement le fond du sujet. L'impact potentiel des particules d'usure des pneus et de la route est une question très complexe qui fait encore l'objet d'études. Nous nous sommes donc tournés vers l'Association européenne des fabricants de pneus et de produits en caoutchouc. Elle nous a aussi répondu par écrit. La sûreté des pneus reste la priorité absolue du secteur. Les fabricants suivent de près les avancées scientifiques sur l'impact des substances utilisées et recherchent activement des alternatives. Le remplacement des antioxydants ou d'autres produits chimiques est un processus long et complexe.
Vous avez quelque chose à dire aux fabricants de pneus ? Faites votre boulot comme il faut, quoi. Ils vivent sur la même planète que nous, et puis ils mangent aussi les légumes comme nous, et puis ça serait intéressant d'essayer de trouver quelque chose qui se détériore moins, mais en même temps, je suis pas sûr que le problème vienne des fabricants de pneus. À mon avis, le problème, il vient de nous, parce qu'on utilise trop la voiture, simplement. Si après analyse, vous apprenez que vos légumes sont contaminés, vous allez faire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Et puis, à part sensibiliser justement les générations qui viennent après nous, le bébé par exemple, mais jusque-là, à part continuer à être au plus proche de la nature dans ce qu'on fait, on va devoir faire avec, quoi, jusqu'à ce qu'ils trouvent des solutions. Ces légumes, ils sont fabuleux. Ils sont certainement meilleurs que tous les autres qui sont produits à grande échelle. Donc, de toute façon, on ne va pas pouvoir faire autrement que les consommer. Et vous, Clément ? Ça dépend du résultat des analyses. S'il y a vraiment beaucoup, ça va être difficile d'oublier. Mais moi, je pense que je vais mettre ça dans un coin de ma tête et puis essayer de ne pas y penser. Je me consolerai en me disant peut-être qu'il y en a de toute façon partout. Donc, autant que je mange les miens, quoi. Nous sommes à Romont, au centre de perfectionnement pour les conducteurs privés et les chauffeurs professionnels. Son directeur est Thierry Gué. Il était mécanicien automobile avant de travailler comme moniteur d'auto-école. Vos conseils pour produire le moins de résidus de pneus ? Alors, la première chose, effectivement, c'est le comportement. Regarder loin pour pouvoir gérer tranquillement son véhicule. Éviter d'accélérer fortement, de freiner fortement et aussi garder les distances. Il y a aussi la pression qui est très importante. Si on prend un pneu, la bande de roulement appuie sur toute la partie, ici. Maintenant, si j'ai pas assez de pression de gonflage, ce qui va se passer, c'est ça. Donc, ce qui veut dire qu'on a une usure prématurée du pneu. Maintenant, si j'ai trop de pression de gonflage, mon pneu va faire l'effet super ballon, si on veut. Il va reposer simplement sur la partie centrale du pneu. Dans les deux cas, cela entraîne une formation accrue de particules de pneus. Donc il faut contrôler régulièrement cette pression de gonflage. On recommande 1 fois par mois. Il faudrait contrôler la pression, malgré que nous avons des capteurs dans les pneus. On a des capteurs qui sont très précis, on peut être assez confiant avec ce système-là, et on a des capteurs qui ne sont pas du tout précis. Il est aussi vivement recommandé d'adapter ses pneus en fonction des saisons. En dessous de 7 degrés, il faut mettre les pneus d'hiver. Et dès 7 degrés de température, on peut revenir aux gommes d'été. On a des personnes qui circulent toute l'année avec un pneu d'hiver. Donc imaginez-vous sur l'autoroute à 120 à l'heure, si vous devez faire un freinage d'urgence à ces vitesses-là, la gomme, elle se liquéfie un peu, donc elle va s'user inévitablement. Pour réduire la production de résidus de pneus, il faut respecter les limitations de vitesse. Plus on va vite, plus le pneu va chauffer et s'user. Le conseil vaut aussi pour les virages. Parce qu'un pneu qui siffle dans un virage, c'est de la gomme qu'on est en train de laisser sur le goudron. Qu'en est-il de la largeur des pneus ? La largeur des pneus est toujours adaptée en fonction de la puissance du véhicule. Alors, imaginez-vous une voiture puissante, ce qui va se passer si on démarre trop sèchement. Là, c'est le principe de la râpe à fromage. Votre conseil, c'est quoi ? Optez plutôt pour une voiture légère, avec des pneus peut-être un petit peu plus étroits. Et puis avec ça, surtout le comportement du conducteur.